Bonjour à tous! Alors j'ai vu le documentaire Un maltraité d'Alexandre Chavoué et je voulais partager avec vous mon analyse. Donc ce documentaire il vient quelques semaines après le fameux documentaire Hold Up dont tout le monde a entendu parler. Donc je vais peut-être commencer par une petite comparaison entre ces deux documentaires. Hold Up a essayé de couvrir l'ensemble des incohérences de cette crise sanitaire. Donc, on a parlé de masques, de tests PCR, de confinement, etc. Là où Maltraité, comme son sous-titre l'indique, le sous-titre c'est Comment les malades ont été privés de remèdes efficaces, mais est resté justement sur les remèdes pour lutter contre la Covid-19. Ça se ressent déjà sur la durée. Hold Up est un peu long, 2h50. Là où Maltraité a une durée plus classique d'une heure et demie, 1h27 plus exactement. Je pense que ça s'est aussi ressenti au niveau du spectateur. Peut-être qu'avec tous les aspects évoqués dans Hold Up, les spectateurs, notamment ceux qui n'avaient pas trop entendu parler de ces sujets, ont été un petit peu perdus. Alors que là, je trouve que dans Maltraité, il y a un vrai fil conducteur. Le spectateur est accompagné, guidé, et je pense que c'est plus agréable à suivre. Et enfin, pour moi, il y a une grande différence aussi, c'est au niveau de l'ouverture à la fin du documentaire. Hold Up, après avoir souligné toutes les incohérences que j'ai évoquées, cherche des raisons extra-sanitaires à cette crise, et notamment, on parle de Great Reset ou de grande réinitialisation. Là où Maltraité fait une ouverture sur la santé naturelle et avec des thèmes qui me tiennent à cœur, comme la santé naturelle, l'immunité, l'alimentation, etc. Ça s'est ressenti au niveau, je pense, de la couverture médiatique. Tout le monde a parlé de Hold Up, tous les médias en ont parlé, avec des qualificatifs élogieux comme complotiste, c'est même allé jusqu'à antisémite, alors que la couverture pour l'instant médiatique de Maltraité, elle est nulle. Alors peut-être que les médias se sont rendus compte qu'en parlant beaucoup de Hold Up, finalement les gens étaient intéressés et sont allés voir le documentaire. Peut-être aussi que, comme on parle de santé naturelle, et de solutions autres que ce qu'il y a dans la médecine classique conventionnelle. Peut-être qu'il fallait pas trop en parler et qu'on on laisse un peu tout ça sous le tapis. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intrigue, c'est comment les malades ont été privés de remèdes efficaces. Il y a deux parties dans ce documentaire, une partie sur la médecine conventionnelle, allopathique, une partie sur la médecine naturelle ou complémentaire. Je tiens à ce terme complémentaire, hein. Le but, c'est pas que ce soit deux médecines en opposition. Le but, c'est que ce soit vraiment deux médecines complémentaires. Et donc, comme j'ai dit, on parle de santé, on parle d'immunité, on parle d'alimentation. Ça m'intéresse énormément. Et donc, voilà, je vais donner mon petit avis. Je vais quand même parler de la première partie qui est intéressante et sur laquelle il y a des choses à dire. Pour moi, il y a un match entre l'hydroxychloroquine et le remdesivir. Alors, on ne parle pas que d'hydroxychloroquine. On commence avec l'azithromycine. On parle aussi de colchicine, d'ivermectine et de fluvoxamine. Moi, je connaissais personnellement pas mal l'ivermectine. Enfin, en tout cas, j'ai vu des résultats probants sur l'ivermectine. Donc, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Et puis, il y en a forcément d'autres qui ne sont pas encore euh, présentés dans le documentaire. Donc voilà, donc globalement un match entre l'hydroxychloroquine et le remdesivir. La thèse du documentaire, c'est l'hydroxychloroquine est connue depuis longtemps, elle est sans risque, peu coûteuse et elle a fait ses preuves. Là où le remdesivir, on n'a pas trop de recul dessus. Il y a une dangerosité reconnue notamment au niveau rénal. C'est cher et puis c'est pas efficace. Donc moi je sais pas si je demande à ma fille de 3 ans pour te soigner, est-ce que tu veux un médicament qui marche et qui fait pas mal ou un médicament qui marche pas et qui fait mal? Voilà, à 3 ans, là, ma fille, elle a la réponse. Donc, on peut se demander à qui profite le crime. Le documentaire dit que le crime profite au laboratoire pharmaceutique qui préfère vendre un médicament breveté cher plutôt qu'un générique. Et puis, dans un deuxième temps, il y a cette histoire de vaccin. Et puis, on l'a vu récemment, les cours de bourse qui se sont envolés pour les laboratoires pharmaceutiques après diverses annonces sur l'efficacité des vaccins. Moi, j'ai envie de vous renvoyer sur une vidéo 2015 où Michel Rivasi, une députée européenne, euh, a été interviewée par Jean-Jacques Bourdin, et puis elle dit clairement, le système de santé est complètement pourri, les laboratoires pharmaceutiques achètent tout le monde. Bon, Michel Rivasi, on va parler de votre opération main propre. Euh,
une opération main propre. Pourquoi? Pour dénoncer des conflits d'intérêts. Enfin, dénoncer, j'aime pas ce mot. Hein, pour souligner qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont évidemment pour le consommateur et pour le patient, les consommateurs et les patients que nous sommes, terribles, terribles. Hein, Mais conflits d'intérêts où? À quel endroit? partout. Si vous voulez, moi, depuis que je suis députée européenne, je vois ce qui se passe sur le plan européen. Et je vois que Vous sur les dites que le système médicaments, est pourri même. ah mais le système, il est pourri, oui. Il est complètement pourri. Et le Hmm. point des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez pas, ils achètent tout le monde. Donc on peut se rendre compte effectivement qu'ils achètent les décideurs politiques à travers les comités, le comité scientifique, etc. Le documentaire montre les, euh, les liens, les conflits d'intérêts entre ces personnes et les laboratoires pharmaceutiques. Ils achètent aussi la communauté scientifique, notamment via les revues. On a vu le scandale du Lancet. Euh, En lien, je vais mettre aussi une vidéo qui vient de sortir le libre penseur, Salim Laibi, qui s'appelle Ce que pensent les revues scientifiques prestigieuses de Big Pharma. Voilà, donc qui étaye un peu toute cette thèse. Et puis, on voit aussi que les laboratoires pharmaceutiques, d'une façon ou d'une autre, ils achètent les médias qui ne demandent jamais les conflits d'intérêts des personnes qui viennent sur les plateaux, par exemple, qui ont relayé la fausse dangerosité de l'hydroxychloroquine, et puis qui ont discrédité largement Didier Raoult. Moi, ça me fait penser à la fameuse phrase d'Arthur Schopenhauer, toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée, donc on l'a vu avec Raoult. Ensuite, elle subit une forte opposition. Donc, en janvier, on a retiré l'hydroxychloroquine de l'accès libre. Ensuite, on l'a retiré en mars de la médecine de ville, et puis on l'a interdit tout court en mai, justement suite à l'affaire du Lancet, donc une forte opposition. Donc d'abord ridiculisée, une opposition, et puis ensuite, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Donc, il est possible que dans quelques mois, tout le monde reconnaisse que l'hydroxychloroquine marche contre la Covid-19. On arrive donc à un paradoxe qui a été soulevé dans le documentaire par le professeur Perron, qu'en fait, ce sont les pays les plus riches qui ont la mortalité la plus forte, alors que normalement, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'inverse. Et tout ça parce que les laboratoires pharmaceutiques euh, sont plus intéressés par les pays riches, là où il y a de l'argent à se faire, entre guillemets. Donc on a vraiment un paradoxe. Et ce qui est dommage, c'est que c'est notre santé qui en pâtit. On a pu voir que les Africains s'en sont très bien sortis de cette crise, alors qu'on a annoncé une hécatombe en Afrique, par exemple. Donc moi, j'ai deux questions un peu citoyennes qui me viennent quand je vois cette première partie. C'est un, à quel point le domaine de la santé au sens large du terme doit-il rester privé, puisque on est dans un système capitaliste et comme n'importe quelle société, les laboratoires pharmaceutiques essayent de le vendre le plus de produits possible et le plus cher, alors qu'on parle quand même de santé. Donc ça pose des questions. La deuxième question, deuxième point qui est venu à l'esprit, c'est ce qui est autour de la médecine de ville. Alors dans le documentaire, on voit que les médecins ne pratiquent plus déjà la clinique, l'art de la clinique, donc c'est l'observation. Maintenant, ils ont recours aux prises de sang et puis à des méthodes un peu plus coûteuses comme les scanners, les IRM, etc., pour avoir un diagnostic. Euh, on apprend aussi dans le documentaire que dans les facultés de médecine, on n'apprend plus aux médecins à comment être en bonne santé, on leur apprend à donner un remède par rapport à un symptôme. Et puis, plus généralement, on voit que les médecins, ils n'ont plus le pouvoir de prescrire. C'est la première fois en France qu'on a interdit aux médecins de prescrire un médicament, notamment donc l'hydroxychloroquine. Et on s'est rendu compte aussi au tout début du documentaire qu'un médecin qui a trouvé une solution et qui a voulu communiquer à ses collègues, à ses confrères, et le Conseil de l'ordre l'a rappelé à l'ordre justement pour lui demander de se taire. Donc en fait, on est en train de faire Les médecins petit à petit sont passés d'une médecine très humaine à quelque chose qui va de plus en plus vers un robot. Voilà, le robot, il a un ordre et puis il le communique directement. On enlève tout le côté humain de la médecine et moi, ça, voilà, ça me touche un petit peu.
On a parlé de la médecine de ville. Il y a quelque chose qui n'a pas été abordé dans ce documentaire, c'est tout ce qui était autour dans les EHPAD, comment les malades ont été traités. Euh, je pense que c'est fait exprès dans ce documentaire parce qu'on a parlé des remèdes efficaces pour la Covid. Donc on n'a pas abordé ce sujet. Moi, le sujet qui m'a touché, c'est le sujet autour du Rivotril, qui est ressorti un peu dernièrement, et où là, moi, personnellement, je pense que c'est pas qu'on a mal traité en deux mots les malades, c'est qu'on les a mal traités en un seul mot. Et je vous renvoie un lien en dessous de la vidéo, un article de France Info où des personnes, des employés d'EHPAD, que ce soit des soignants ou des médecins, n'ont pas hésité à comparer ce qu'on a fait aux malades à de l'euthanasie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez choquant. Euh, je pense que le documentaire n'en a pas parlé également parce qu'ils n'ont pas voulu être trop polémiques, ils sont restés très factuels, ce qui est tout à leur honneur d'ailleurs. On passe à la deuxième partie, voilà, qui m'intéresse plus. La deuxième partie, ben voilà, déjà moi je le redis, j'ai trouvé ça génial de voir ces notions de santé, d'immunité, d'alimentation et même de terrain, on va y revenir, dans un documentaire grand public. Merci beaucoup au réalisateur. Et puis ça correspond aussi à une réalité que j'ai vécue moi pendant la crise et que beaucoup de personnes ont vécu, beaucoup de thérapeutes ont vécu, c'est-à-dire que comme on ne proposait pas de remède pour la plupart des malades, hein. On leur disait, ben, prenez du Doliprane et restez chez vous. Comme la nature a horreur du vide, et ben, voilà, les gens ont essayé de trouver des solutions et se sont tournés vers des solutions naturelles, soit vers des thérapeutes, soit vers d'autres personnes qui s'y connaissaient, qui avaient des recommandations à leur apporter. Donc cette deuxième partie, ben, c'est aussi un peu une liste à la Prévert des solutions qui marchent. Donc dans la bande d'annonce, on voit qu'on parle de vitamine D, de zinc et de vitamine C, qui ont des très bons résultats apparemment. Je vous laisse découvrir le documentaire. Dans le documentaire, voilà, les intervenants expliquent très bien l'efficacité de ces trois solutions naturelles. Et ce qui est bien, c'est que ça marche à la fois en préventif et en curatif. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que ça n'a pas plus été mis en avant par nos politiques et dans les médias. Vitamine D, zinc et vitamine C, donc. Alors, pour la vitamine C, si vous voulez vous en procurer, moi je vous conseille de la prendre sous forme liposomale, parce que ça facilite l'intégration de la vitamine C dans votre organisme. Donc, vous pouvez forcément trouver ça en pharmacie, en magasin bio. Moi, mon côté naturopathe hygiéniste, alors naturopathe hygiéniste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va porter plus d'importance à l'hygiène de vie. On va essayer voilà, de résoudre les problèmes de santé par l'hygiène de vie plus que par les compléments alimentaires. Donc, bien sûr, il y a toujours un peu des deux. Et donc, bah, voilà, mon approche hygiéniste me fait dire que toutes ces molécules, tout ce qui est intéressant, bah, on peut l'avoir par l'hygiène de vie et notamment par l'alimentation. Donc, rapidement, la vitamine D, c'est dit dans le documentaire, bah, on l'a principalement par le soleil, mais dans l'alimentation, on l'a aussi par l'huile de foie de morue. Demandez à votre grand-mère quand elle était petite, sûrement qu'on lui donnait une cuillère d'huile de foie de morue, surtout en hiver. On l'a aussi dans les poissons type sardines, maquereau, dans le jaune d'œuf. Tout ça, c'est également riche en oméga 3, donc allez-y. Le zinc, on en trouve dans les huîtres, on en trouve dans les fruits de mer. Certains oléagineux, noix de cajou, noix de pécan, amandes. On en trouve aussi dans les graines et notamment la graine de courge, qui est une bonne source de zinc et qui en plus, messieurs, a des bonnes propriétés pour la prostate en préventif. Je vous encourage à en mettre un petit peu partout dans vos salades. Voilà, la vitamine C, ben, on sait qu'il y en a dans les agrumes, mais il n'y en a pas que dans les agrumes, il y en a dans beaucoup de fruits, tous les fruits rouges, dans les kiwis, dans les fruits du soleil, mangue, papaye, et puis il y en a aussi dans les légumes, les poivrons, brocolis, épinards, etc., qui sont très très riches en vitamine C. Ensuite, dans le documentaire, on parle d'autres méthodes naturelles qui sont encore plus naturelles, puisqu'on parle de plantes, tout simplement. On parle de l'artémisia, de la scutellaria, du margousier et de la vernonie. Donc l'artémisia, c'est une plante qui est assez connue depuis pas mal de temps, et notamment qui est un excellent antipalu naturel. Bizarrement, cette plante est interdite. Et alors je crois que c'est à Madagascar, où le
président a promu l'artémisia comme méthode officielle contre la Covid-19. Donc forcément, si vous regardez l'article du Monde, on va vous dire que c'est une méthode qui n'a pas été prouvée, etc., etc. Et pourtant, ça marche. Il y a pas de souci avec tout ça. Euh, on parle également d'huile essentielle, on parle du laurier noble et du Ravinzara. Le Ravinzara qui est l'antiviral par excellence et qui effectivement était en rupture de stock euh, dans toutes les pharmacies et tous les magasins bio, en tout cas dans mon coin. Donc ça veut dire que les gens se sont reportés vers des solutions naturelles pendant cette crise. Moi, à titre perso, si j'ai deux autres éléments à apporter, c'est un, l'argile verte qui a été utilisée par certaines personnes avec succès contre la Covid-19. Donc, je vais vous mettre en lien une vidéo, pas très bonne qualité, mais intéressante quand même, de Jade Allègre, qui est un peu la spécialiste en France de l'argile verte, qui a sorti cette vidéo en début de crise. Donc voilà, c'est une bonne solution. Et puis une autre solution voilà, qui marche pour la Covid-19, mais aussi pour beaucoup d'autres choses, c'est la solution du jeûne, dont on entend de plus en plus parler. D'ailleurs, à ce, en parlant du jeûne, ça m'a fait penser que pendant le premier déconfinement, donc là il y a le deuxième, on revient au premier déconfinement, il y a eu un document qui a été envoyé à tous les professeurs. Donc, il y a un document qui s'appelle Covid-19 et risque de dérive sectaire. Donc en deux pages et demie, il y a 11 fois le mot sectaire. Donc voilà, on est bien dans le champ lexical de la secte. On parle de la Mivilude, etc. Et donc, déjà, un aspect choquant, c'est qu'on a demandé aux enseignants de repérer les enfants qui avaient des comportements ou des discours, en gros, qui sortent de la norme par rapport au Covid et de le reporter à leurs instances supérieures. Donc, ça, c'est déjà choquant. Et puis donc, si je vais vous lire deux passages dans la rubrique Identifier les dangers. Et donc, il y a le premier paragraphe, c'est santé physique et psychique. Alors, je vais vous lire tout ça. Des produits prétendant augmenter l'immunité ou soigner le Covid-19 sans autorisation de mise sur le marché, sans mentionner le contenu des substances, sont en vente. Certains d'entre eux sont simplement sans efficacité, d'autres ont des effets délétères, voire dangereux. Donc ça, c'est pour tout ce qui est médecine, on va dire, conventionnelle. Et puis après, il y a un paragraphe pour les médecines complémentaires. Les offres de pratiques de développement personnel dites alternatives, complémentaires ou non conventionnelles se multiplient et prétendent s'appuyer sur des études, alors même qu'elles sont non évaluées, non étayées par méthode scientifique. On constate des retards de prise en charge, des interruptions de soins médicaux et des ruptures du suivi thérapeutique. Et puis, juste en dessous, il y a un paragraphe encore plus intéressant qui s'appelle Alimentation. Donc, je vais vous le partager aussi. Depuis quelques semaines, des allégations de régime, d'aliments ou de nutriments anti-coronavirus font la une des médias. Pour résister au coronavirus, certains pseudo-praticiens conseillent de boire un jus de légumes, de pratiquer le jeûne ou des bains froids pour s'endurcir et résister au virus. Les principaux risques encourus sont un régime alimentaire carencé, des atteintes physiques, un amaigrissement, un arrêt de croissance, une fatigue excessive, etc. Il est important d'informer les élèves sur le fait qu'il n'existe pas d'aliment particulier, de régime ou de traitement miracle pouvant à lui seul prévenir ou traiter le Covid-19. Voilà, donc si vous utilisez des aliments ou des compléments alimentaires contre le Covid-19, ma limite c'est que vous faites partie d'une pratique sectaire. Donc voilà, toute la deuxième partie du documentaire maltraité, voilà, c'est une pratique sectaire. Donc ben voilà, j'espère que vous avez compris, hein, l'hydroxyne c'est interdit, c'est dangereux, l'artémisia, le jeûne, etc. Les pratiques qui marchent, hop, sont interdites. Euh, et puis après voilà, donc en ouverture, à la fin du documentaire, des choses, comme je vous ai dit, qui m'intéressent. On parle d'immunité, d'intestin, d'alimentation, de terrain. L'immunité dont ben, on n'a jamais entendu parler de la part d'Agnès Buzyn et d'Olivier Véran, donc les ministres de la Santé. C'est quand même dommage, parce on a la preuve qu'une bonne immunité permet de se protéger contre le virus. Pourquoi on ne montre pas aux gens, pourquoi on n'expose pas aux gens les solutions simples pour booster un peu l'immunité? Voilà, dommage que le ministre de la Santé n'en parle pas. Ministre de la Santé, on peut presque dire ministre de la maladie. Un ministre de la Santé, ça fait un peu
novlangue orwellienne, j'allais dire. Bref. Euh, et donc dans le documentaire, bah, on montre même toutes les mesures qui ont été mises en place et qui luttent et qui faisaient et qui diminuaient en fait l'immunité. Donc la peur, le stress avec le climat anxiogène qui a été mis en place, l'isolement alors qu'on est des êtres sociaux, le manque de soleil, le manque d'air avec le confinement, le fait de plus pouvoir faire de sport. Donc voilà, tout ça, ça participe à baisser l'immunité. Moi, je vais même rajouter qu'avec la distanciation sociale, avec le masque, eh ben, on n'a plus de contact, on ne s'ouvrit plus, il y a plus de joie. Or, ben voilà, on sait que tout ça, ben, ça participe à nous maintenir en vie et à garder une bonne immunité. J'avais fait un post Facebook là-dessus d'ailleurs. Euh, et donc ce que j'ai bien aimé aussi voilà, dans ce documentaire, c'est qu'on parle des intestins comme siège de l'immunité. Et ça, c'est important. On a parlé d'intestin, de microbiote. C'est Hippocrate, il y a donc quasi 2500 ans, qui disait déjà toute maladie commence dans les intestins. Et ça, on est en train de le redécouvrir. Les liens avec Alzheimer, l'autisme. Plus largement, on peut voir que toutes les maladies auto-immunes, enfin beaucoup de maladies auto-immunes viennent d'une perméabilité intestinale. Donc tout se passe au niveau des intestins. Le lien qui est fait donc forcément entre les intestins et l'alimentation. Euh, on nous dit qu'avant on parlait beaucoup de macronutriments, donc lipides, glucides, protéines, et que bah là on s'est intéressé à la micronutrition, aux micronutriments, donc tout ce qui va être minéraux, vitamines, enzymes, antioxydants, etc., etc. Et c'est ça voilà, qui est notre vraie richesse nutritionnelle. Euh, il y a une autre phrase qui est citée d'Hippocrate dans ce documentaire, c'est que l'alimentation soit ta première médecine. Alors moi, j'avais plutôt entendu, souvent entendu parler de la phrase que l'alimentation soit ta seule médecine. Bon, après, voilà, il y a des sortes de traductions, et puis ce qu'a dit effectivement Hippocrate, on ne sait pas trop, mais voilà, en tout cas, on sait que l'alimentation, ça doit vraiment être le cœur de notre santé, et surtout, voilà, en préventif, mais également ça aide en curatif. Alors, pour jeter deux petits bémols à deux choses qui m'ont fait un peu tiquer dans ce documentaire quand même. Alors, à un moment, vers la 74-75e minute, il y a un médecin qui donne des conseils alimentaires et ben, c'est écrit sur la vidéo, donc je vais vous le lire et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Le grand public doit être informé immédiatement qu'il lui faut réduire le sucre. Donc là, j'aurais bien juste aimé qu'on précise quel sucre, mais bon, vu ce qui vient derrière, c'est un peu précisé, qu'il lui faut réduire le sucre, les glucides transformés, la malbouffe et se mettre à consommer des produits bruts. Donc ça, je suis d'accord. Riches en légumes, fruits, noix, graines, ça, je suis d'accord. Et c'est la suite qui me fait un peu tiquer, où il y a donc beaucoup de protéines, de légumineuses, de viande, de poisson, d'œufs, pour alimenter sa santé en quelques semaines et l'aider à se protéger contre le nouveau coronavirus. Donc voilà, là j'ai des réserves, notamment en tant que naturopathe hygiéniste, parce que certains des naturopathes vont aller vers ça. Euh, voilà, pour moi, on n'a clairement pas besoin de beaucoup de protéines. C'est un peu un mythe. Moi, quand les gens viennent me voir, je leur donne deux exemples. Le premier, c'est le nourrisson, dont la nourriture exclusive est le lait maternel pendant plusieurs mois, et ça correspond à sa plus grande période de croissance. Dans le lait maternel, bah, il y a environ 5% de protéines. Voilà, et ça n'empêche pas de grandir. Et puis, ensuite, quand on regarde le règne animal, voilà, je dis aux personnes qui viennent me voir, est-ce que vous pensez que le taureau est en manque de protéines, alors que le taureau il mange que de l'herbe? Et pour prendre un animal qui a exactement le même système digestif que nous, on va prendre les grands singes. Ben, les grands singes, ben, ils se nourrissent essentiellement de feuilles et de fruits. Et je sais pas, moi, un gorille, il n'a pas l'air d'être en manque de protéines. Voilà. Et la deuxième chose qui m'a fait un peu tiquer, c'est aussi quand on parle il y a une phrase, ça c'est une voix off, c'est le système immunitaire pour combattre une multitude de menaces, virus, bactéries, parasites, champignons. Là, je suis pas d'accord parce que pour moi, le système immunitaire, il n'est pas là pour combattre, il est fait pour vivre avec tous ces éléments. Les virus, bactéries, ils étaient là bien avant nous. On s'est rendu compte voilà, qu'on en avait des milliards dans notre organisme. Donc le but, c'est pas de combattre, c'est de vivre avec et de vivre le mieux possible. C'est d'ailleurs le docteur Mina hein, qui le dit. Hein, si on a si on a un terrain propre, un terrain sain,
Voilà, on n'a rien à faire du virus, du coronavirus, de la Covid. Euh, la plupart des gens, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est asymptomatique. Et donc le docteur Ménard met en avant cette notion de terrain avec la fameuse phrase «Le microbe n'est rien, le terrain est tout». Donc voilà, il explique bien. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore de la poubelle. Vous prenez une poubelle remplie de déchets depuis plusieurs semaines et une poubelle complètement propre. Bah, les mouches, les vers, etc., elles vont venir dans la poubelle sale. Donc le but, c'est pas d'attaquer les mouches et les vers, c'est voilà, de nettoyer la poubelle. Voilà, c'est pareil, on va nettoyer son terrain. Et puis les microbes les bactéries ou autres, elles vont venir et puis elles vont rien nous faire, et puis elles vont repartir. Importance du terrain. Et donc j'ai bien aimé cette intervention du docteur Ménard. Je reste un tout petit peu sur ma faim parce que donc voilà, il a attribué cette phrase, hein, le microbe n'est rien, le terrain est tout, à Béchamp, à juste titre. Ce qu'il aurait pu dire, c'est tirer un petit peu la ficelle et puis dire que Béchamp était un contemporain de Pasteur et tous les deux ils avaient une vision complètement opposée par rapport à ça. Pour Pasteur, le corps, l'organisme était et un environnement complètement aseptisé. Et puis tous les virus, les microbes qu'on a autour, bah voilà, faut s'en protéger. Donc toute la doctrine pasteurienne est assez basée là-dessus. Et pour la petite histoire, la légende dit que Pasteur, sur son lit de mort, aurait reconnu que Béchamp avait raison. Donc parfois on prête cette phrase à Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain et tout. Et en fait, non, non, ça vient de Béchamp et éventuellement Pasteur l'a reprise sur son lit de mort. Mais en tout cas, tout ce qu'a fait Pasteur pendant sa vie, et notamment tout l'héritage qu'on a de Pasteur aujourd'hui, viennent de ce postulat dont on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Voilà, donc ça c'est intéressant, et je trouve ça dommage que, alors peut-être que ça a été coupé au montage, mais que voilà, que le docteur Ménard ne soit pas allé un petit peu plus loin. Encore une fois, peut-être que comme le documentaire ne voulait pas être trop polémique, ça a peut-être été coupé au montage. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On vit une période un petit peu difficile, mais n'oubliez pas qu'on n'a jamais été aussi proche du bout du tunnel. Il va y avoir encore peut-être quelques secousses, mais j'espère sincèrement que la lumière n'est pas loin. Voilà. Et puis surtout, bah, n'oubliez pas d'être acteur de votre santé, parce que si vous ne prenez pas soin de votre santé aujourd'hui, vous devrez prendre soin de votre maladie demain. Voilà. Et puis dernier petit message, on a monté un collectif avec certains coachs de santé qui s'appelle FIN, F-A-I-M, Fin de liberté pour la fin FIN de la dictature sanitaire. Il y a toutes les infos en dessous de la vidéo. Voilà. Bisous, bisous, ciao, ciao.